Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Les titres de ce lundi 9 octobre. Une cache d'armes a été découverte dans la ville de Bouaké. Kamaraté Souleymane, dit Soul to Soul, a été interpellé avec mandat de dépôt. La déclaration du procureur dans ce journal. Ouverture à Abidjan du 4e Forum Afrique-Europe de la jeunesse. Il se tient en prélude au 5e sommet des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne qui va se tenir en novembre prochain ici à Abidjan. L'année académique 2017-2018 a démarré ce lundi dans les universités et grandes écoles privées de Côte d'Ivoire. Désormais, une seule date pour le public et le privé. Et puis, dernier meeting au Libéria pour les candidats à l'élection présidentielle. La campagne a pris fin hier dimanche. Demain, 2 millions de Libériens inscrits sur les listes électorales vont départager 20 candidats. Bienvenue dans le 20h. Une cache d'armes a été découverte dans la ville de Bouaké. Kamaraté Souleymane, dit Soul to Soul, a été interpellé avec mandat de dépôt. La déclaration du procureur Adou Richard. Communiqué du procureur de la République. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2017, des armes de guerre neuves dissimulées ont été découvertes dans une villa sise au quartier Beaufort dans la ville de Bouaké. Les enquêtes immédiatement ouvertes ont permis d'établir que la villa abritant cette cache d'armes est la propriété de M. Koné Kamaraté Souleymane, responsable du protocole du président de l'Assemblée nationale. Des experts en armement, commis à l'effet d'évaluer ces armes et d'en déterminer l'origine, ont conclu que cette cache d'armes contenait plus de 6 tonnes de diverses armes de guerre et de munitions, notamment des lance-roquettes, RPG-7, mitrailleuse lourde 12.7, fusil d'assaut AK-47, bombes mortiers, etc. La présence d'une telle quantité d'armes de guerre est surprenante, d'autant plus que les autorités civiles et militaires avaient enjoint en 2012, dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation et réintégration DDR, toute personne détentrice d'armes de guerre de les déposer à l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants des ADDR. En outre, une décision du Conseil national de sécurité en date du 2 octobre 2013 avait expressément exigé que toute arme détenue de manière illégale soit mise à la disposition de l'état-major général des armées. Les enquêtes ont également révélé que des personnes avaient été informées de l'existence de ces armes dans la villa de M. Koné Kamaraté Souleymane et invitées à aller se servir. Ces enquêtes ont établi qu'un grand nombre de ces armes avaient leur chargeur déjà garni de munitions, donc prêtes à l'emploi. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissimulation de ces armes de guerre illégales et ensuite leur mise à disposition visaient la déstabilisation de l'État. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs personnes, dont M. Koné Kamaraté Souleymane, ont été entendues. Au regard de la gravité de ces faits de détention, d'entreposage, de cession d'armes de guerre et de munitions de la première catégorie, ainsi que de complot contre l'autorité de l'État, faits prévus et punis par les articles 3 et 5 de la loi numéro 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes et substances explosives et l'article 159 du Code pénal, M. Koné Kamaraté Souleymane
a été interpellé ce lundi 9 octobre 2017. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée. Fait à Abidjan le 9 octobre 2017. Abidjan accueille depuis ce matin le 4e Forum Afrique-Europe de la jeunesse. Des milliers de jeunes africains et européens participant à cette rencontre vont travailler sur les défis qui leur sont communs, notamment le chômage, la migration clandestine ou encore le terrorisme. Mahama Traoré et Jérôme Kofi Abola. Un jeune africain et un autre européen prenant une photo devant les drapeaux de l'Union africaine et de l'Union européenne. L'image symbolise un événement de taille, à savoir le 4e Forum Afrique-Europe de la jeunesse. Ouvert ce lundi à Abidjan, ce forum rassemble des milliers de jeunes issus des 2 continents autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Un thème qui interpelle sur l'urgence à lever les obstacles qui menacent l'éclosion de la jeunesse, tant en Afrique qu'en Europe. Il n'en fallait pas plus pour voir les leaders de jeunesse lancer un plaidoyer dans leurs différentes interventions à l'ouverture de ce forum, présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Permettez-moi ici de plaider pour encore plus d'investissement dans la jeunesse pour qu'elle contribue davantage, comme de fiers artisans, à bâtir dans le bonheur la grandeur de notre pays en particulier et celle de l'Afrique en général. Nous avons tout intérêt d'investir dans la participation des jeunes au processus de paix et de sécurité. Nous refusons le discours traditionnel qui ne change rien dans le quotidien des jeunes. Ce temps est dépassé. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe doit placer le jeune au centre de leur engagement. Contribuer à l'autonomisation de la jeunesse d'Europe et d'Afrique, voilà qui justifie la tenue de ce forum né en 2007 à Lisbonne, au Portugal. Il est organisé en prélude de chaque sommet des chefs d'État et de l'Union africaine et de l'Union européenne. Cela dit, la rencontre de novembre prochain à Abidjan n'échappe pas à la règle. Et selon le ministre ivoirien de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, le présent forum est donc une étape clé du prochain sommet qui se penchera également sur la situation des jeunes. Ce forum doit constituer pour vous un cadre de partage d'expériences en vue de relever les difficultés spécifiques pour lesquelles vous souhaitez un changement en profondeur. Je vous exhorte donc à vous investir pleinement dans les différents travaux du présent sommet en vue de toucher du doigt non seulement l'essentiel des défis à relever, mais également manifester votre soif de participer non seulement au développement de vos pays respectifs, mais également à l'essor et à la stabilité de vos différents continents. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pour sa part esquissé quelques pistes de solutions devant contribuer à l'épanouissement des jeunes en Afrique et en Europe. Nos États doivent investir massivement dans leur jeunesse afin de leur garantir un développement inclusif et durable. Dans ce cadre, une place de choix doit être accordée à l'investissement dans le capital humain et particulièrement dans le capital jeune, à travers l'éducation, la formation et l'alphabétisation. Ils devront également être en bonne santé et bénéficier d'un large accès à l'innovation et au TIC comme outil stratégique pour accélérer leur développement. En outre, il convient de promouvoir, comme la Côte d'Ivoire s'y est engagée, le développement de la formation à l'entrepreneuriat des jeunes en vue de développer l'auto-emploi et celui des TIMO, c'est-à-dire les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, deux pistes de solutions efficientes au chômage inquiétant de la jeunesse. 130 jeunes sont conviés à ces travaux du 4e Forum Europe-Afrique. C'est à eux d'adresser les problématiques telles le chômage, la crise migratoire, le terrorisme ou encore le réchauffement climatique. La campagne de lutte contre le cancer du sein, dénommée Octobre Rose, a été lancée aujourd'hui. Un protocole d'accord a été signé pour une collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et les laboratoires Hoffmann-La Roche. Il vise la prise en charge des traitements des cancers, notamment le cancer du sein. Jérôme Kofi Abola.
Tous unis contre le cancer du sein. C'est autour de cette assertion que se tient ce lundi 9 octobre 2017 la cérémonie de lancement officielle de ce qu'il convient d'appeler Octobre Rose. Il s'agit d'une mobilisation collective pour faire face à cette maladie qui, comme le cancer de la prostate chez les hommes, touche généralement les femmes. En général, la démarche en santé publique s'articule autour de 3 éléments essentiels qui sont la sensibilisation, la prise en charge, les activités promotionnelles telles que la communication pour le changement de comportement. C'est donc sur cette base que le ministère de la Santé a bâti l'ensemble de ses stratégies de lutte contre la maladie, en général, contenues dans un concept dont vous en avez sûrement entendu parler, « Ma santé, ma vie ». Ceci se ressent encore plus dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Il s'agit tout simplement de mettre en avant la prévention et la mobilisation collective pour l'atteinte des objectifs et l'obtention des résultats. Le cancer du sein n'est pas une fatalité, mais à la seule condition de s'y prendre tôt. Témoignage d'une dame de surcroît agente de santé, elle-même victime de ce fléau. J'ai accepté ma maladie et j'en suis guérie. Et c'est suite à ça que moi j'ai décidé que, en tant qu'agent de santé, j'irai partout, inciter mes sœurs à se faire dépister le plus tôt possible. Car toute affection du sein n'aboutit pas forcément vers un cancer. Quand on s'y prend tôt, on en guérit et ça se soigne chez nous ici. L'État de Côte d'Ivoire, de son côté, ne cesse de multiplier les actions pour l'amélioration de la santé des populations. La réalisation d'un 2e centre anti-cancéreux est prévue dans les tout prochains jours, mais cela n'exclut pas les changements de comportement visant surtout à la sensibilisation et à la prévention. Le gouvernement ivoirien fait des efforts considérables pour la prise en charge de cette maladie. Mais une grande partie de notre destin se trouve entre nos mains. Nous devons, par nos attitudes, réduire les risques d'arriver à des situations où le mal a atteint un stade irréversible. En effet, si une femme sur 8 ou 10 dans le monde risque d'en avoir, il est prouvé que 90% des cancers du sein peuvent se guérir si ces cancers sont dépistés tôt. Alors, mes chères sœurs, ayons les attitudes de comportement qui sauvent la vie. Cette cérémonie de lancement de Octobre Rose a également été marquée par la signature d'un protocole d'accord pour la prise en charge des traitements de cancer, notamment celui du sein, entre l'État de Côte d'Ivoire et les laboratoires Hoffmann-La Roche. Pour ce partenaire Roche, c'est la confirmation d'une belle collaboration entre les deux parties. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, en tant que président de cette double cérémonie, a salué cette collaboration qui vise, selon lui, la gratuité totale de 4 traitements. Nonobstant la baisse importante déjà consentie par le gouvernement, la part de 10% à prendre en charge reste encore trop élevée pour les patients. C'est la raison pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire, toujours en partenariat avec les laboratoires La Roche, a décidé d'améliorer l'accessibilité des populations aux thérapeutiques innovantes en prenant en charge les 10% qui étaient à la charge des patients. Cela effectivement porte la contribution de l'État de 30 à 40% pour le cancer du sein et de 25 à 35% pour les hépatites virales. C'est le sens et l'objet de l'avenant au protocole La Roche ACES cancer du sein, de l'avenant au protocole Roche hépatite virale et au nouveau protocole ACES oncologie qui viennent donc d'être signés ce jour. Autrement dit, l'État va désormais assurer la gratuité totale pour 4 traitements. C'est le lieu, une fois de plus, de lancer un appel solennel à toutes et à tous, et plus particulièrement aux femmes, pour qu'elles se fassent dépister au plus tôt. La campagne Octobre Rose existe depuis plusieurs années. Pour être précis, c'est en 1985 qu'elle a vu le jour. Le chef du gouvernement ivoirien a reçu ce lundi une forte délégation d'opérateurs économiques indiens. Plus de 13 grands groupes des secteurs du transport, de la santé, de l'industrie et des technologies composants se disent intéressés par les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde sont passés de 285 milliards de francs CFA en 2013 à 513 milliards en 2015.
Ce 9 octobre est également marqué par la Journée mondiale de la Poste. En Côte d'Ivoire, le directeur général de la Poste a animé une conférence de presse sur le repositionnement de la Poste. Il a aussi présenté de nouvelles offres aux populations. Astou Touré. Cette parade d'engins est le signe d'un nouveau départ pour la Poste du Côte d'Ivoire. Un repositionnement sous le signe de l'intégration, de l'innovation et de l'inclusion. Il s'agit pour le directeur général de la Poste de présenter le rôle et la place de cette institution dans sa nouvelle vision. Le nouveau visage de la Poste, c'est qu'elle est au travail. Notre premier rôle, c'est d'être le lien social entre le gouvernement et la population. Innovation, je pourrais citer le e-commerce parce que vous savez que le e-commerce est le sujet d'actualité, mais bien évidemment, c'est de s'embarquer dans cette innovation en permettant que le fait de faire le marché en ligne, de payer en ligne et de regarder des choses en ligne permettra de réveiller l'activité d'acheminement des colis et paquets. Donc nous sommes le logisticien des acteurs de e-commerce pour livrer tout ce qui est colis et paquets achetés sur le web. Tous les 9 octobre est célébrée la Journée mondiale de la Poste. En plus d'Abidjan, cette journée sera aussi commémorée dans toutes les directions régionales du territoire national. Également, un concours de composition épistolaire sera organisé pour rapprocher les jeunes de la Poste. Ces meilleures compositions épistolaires recevront des prix allant de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA parce que c'est notre contribution aussi à remettre la jeunesse dans le dispositif postal, mais surtout à encourager nos jeunes à plutôt écrire correctement, mais à avoir des compositions. Rappelons que le 9 octobre marque aussi le jour anniversaire de la création de l'Union postale universelle, UPU. La Poste existe en Côte d'Ivoire depuis 1892. Le prix Nobel d'économie a été attribué ce lundi à l'Américain Richard Thaler de l'Université de Chicago pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux à l'œuvre dans les décisions des consommateurs ou des investisseurs. Aujourd'hui, c'est la rentrée dans les universités et grandes écoles privées de Côte d'Ivoire. Le calendrier officiel 2017-2018 a été communiqué par le directeur de l'enseignement supérieur. Il est maintenant question de normaliser l'année académique pour une rentrée unique dans le privé et dans le public. Marcel Alla et Serge Coléa. Après les élèves du primaire et du secondaire, c'est au tour des étudiants de reprendre le chemin des amphithéâtres et salles de classe. Une rentrée unique dans les universités publiques et grandes écoles privées, ainsi en a décidé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'année académique 2017-2018 commence ce lundi 9 octobre 2017 et prend fin le vendredi 29 juin 2018. L'objectif affiché du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est de marquer sa ferme volonté de normaliser l'année académique. Et cela passe par une rentrée unique et à bonne date. Par ailleurs, les résultats des préinscriptions des bacheliers seront connus cette semaine. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'administration est en réunion au moment de notre passage, justement pour régler les derniers détails relatifs à cette rentrée. Les étudiants, quant à eux, n'avaient pas encore l'information. À l'université méthodiste, c'est le mardi 10 octobre, soit 24 heures après la date officielle que les étudiants sont attendus. Pour le directeur général de l'enseignement supérieur, la date de cette rentrée unique a été prise de concert avec tous les acteurs pour offrir aux étudiants de Côte d'Ivoire une rentrée académique normale. Le Centre de protection de la petite enfance a également fait sa rentrée ce lundi. Ce seul établissement public chargé de l'encadrement des tout-petits enregistre cette année plus de 400 enfants de 3 mois jusqu'à 5 ans. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Il est 7 heures ce lundi matin à Cocody. Vianney et Livia, respectivement âgés de 2 et 3 ans, sont accompagnés au Centre de protection de la petite enfance par Brice, leur père, pour le premier jour de classe. C'est une école de bonne qualité. Les enfants y apprennent les rudiments de l'éducation et ça les prépare aux primaires
dans de bonnes conditions. Avec une capacité d'accueil de 200 places, le seul établissement préscolaire public a procédé à sa première rentrée solennelle depuis sa création en 1978. Ce centre a pour mission de favoriser le développement des enfants. Plus de 400 enfants sont inscrits dans le niveau suivant, de la crèche en passant par la petite section, moyenne section et la grande section. Nous sommes en train d'agrandir l'école pour recruter au moins 400 enfants pour libérer les parents. Nous avons 3 médecins, nous avons des éducateurs formés pour ça et les parents n'ont aucun souci quand ils laissent leurs enfants ici. Je répète, 3 mois à 5 ans. Plusieurs kits ont été distribués pour ce premier jour de rentrée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il a salué le travail d'éveil des consciences des encadreurs dans la vie de ces tout-petits. Je suis venu ce matin participer à cette rentrée solennelle, les encourager dans ce qu'elles font et puis bien sûr embrasser tous ces bouts de chou. Ce travail est fait par des personnes de qualité qui en ont reçu la formation et qui les encadrent avec beaucoup de professionnalisme et j'allais dire aussi beaucoup d'amour. Cela nous réjouit. Et nous sommes venus les encourager à continuer dans ce sens. Des salles de la crèche jusqu'à la grande section. Le ministre les a passés au peigne fin pour communier avec les préscolaires à travers une visite guidée. Après le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, c'est le boulevard Anangui Abrogwa de la commune d'Adjamé qui fait sa grande toilette. Une équipe du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable y a fermé la circulation ce lundi dans le cadre de l'opération Grand Ménage. L'axe mairie, ex-cinéma Krenjabo, est donc fermé à la circulation mais aussi au commerce. Les travaux de déguerpissement et de nettoyage vont se poursuivre cette nuit et les commerces pourront ouvrir demain mardi. À Yamoussoukro, une opération de démoustication et de désintoxication est en cours. Elle intervient avec les grands travaux d'assainissement et de salubrité. Eugène Atoubé. Yamoussoukro, en attendant une solution définitive et intégrée à son problème de salubrité et d'assainissement, veut s'attaquer aux maladies qui en constituent les effets sur les populations. Ce sont notamment le paludisme, la fièvre typhoïde et la dengue. Le district autonome de Yamoussoukro lance une opération de démoustication et de désinsectisation en réponse aux griefs des populations. Quartier comme Djouraboko comme ça, on peut mettre 3 poubelles ou bien 4 poubelles, ça ne suffit pas. Les ordures là même on verse, aussi même ça a été encore. Donc ça rend aussi les quartiers aussi salés. On ne peut même pas faire 5 km sans voir des ordures. Tout ça là, ça ne reflète pas une bonne image de la ville. La population verse de l'eau dans les caniveaux, ça bouche les caniveaux, après viennent sur la route. Donc vraiment, c'est pas bien. L'opération de démoustication et de désinsectisation concerne tous les quartiers et villages de Yamoussoukro, mais aussi ceux d'Atiegouakro et Kossou. Le district autonome de Yamoussoukro qui a programmé cette action au titre du budget 2017 indique et rassure les populations que les produits utilisés pour l'opération sont de qualité et non nuisibles pour la santé. Aujourd'hui, le constat amer qu'on fait, c'est que la population rejette anarchiquement les eaux usées dans les caniveaux qui sont élevés pour les eaux pluviales. C'est vrai, mais aussi il nous revient le droit de les sensibiliser, de les éduquer, de sorte quand même à changer de comportement. La portée, c'est de permettre à la population du district d'améliorer leur cas de vie. Pendant un mois, durée de cette opération, les populations de Yamoussoukro, de Kossou et d'Atiegouakro souffriront moins de la présence envahissante des moustiques et des insectes. Reste à elles maintenant de ne pas favoriser leur retour en respectant scrupuleusement les conseils et prescriptions des services d'hygiène, de salubrité et d'assainissement. Dans le domaine agricole, il sera bientôt mis en place des agropoles dans 9 régions de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des recommandations de l'atelier de finalisation du PENIA 2. Pour être opérationnel, le document attend à présent la validation des stratégies de sa mise en œuvre. Noël Niagno. Avec la fin de cet atelier de finalisation du PENIA 2, au revoir au Programme national d'investissement agricole de première génération. Il aura permis, sur 4 ans, de défricher le terrain agricole ivoirien dans toutes ses composantes. Voici venue maintenant l'heure du labour avec le PENIA 2, Programme national d'investissement agricole de la 2e génération, et cela sur 8 ans. Sa composante spécifique,
les agropoles. Les agropoles sont des zones que nous avons délimitées, qui sont des zones homogènes en termes de similarité des productions, en termes de similarité des sols, en termes de similarité des façons de faire des acteurs qui sont sur le terrain. Ces agropoles sont au nombre de 9. Et dans ces agropoles, nous allons mettre en œuvre des programmes agricoles de façon intégrée, depuis la semence jusqu'à la commercialisation. Voilà l'instrument de souveraineté qui va redonner espoir au monde rural et faire de l'agriculture la véritable locomotive du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Il a fallu 3 jours pour donner forme à cette innovation, à travers échanges, discussions en commission, puis en plénière. Les participants à cet atelier, plus de 200, issus des secteurs publics, privés et des organisations agricoles, se sont séparés avec la certitude qu'une nouvelle ère s'ouvre pour le monde rural. Le PNIA 2 prend en compte le problème des femmes et les problèmes des jeunes. Et vous savez que nous avons des difficultés pour l'accès à la terre, qui est vraiment un problème pour les femmes. Et aussi, il faut rendre ce métier plus attractif parce que les jeunes aujourd'hui ont vraiment un besoin d'appui. Comment intéresser les jeunes à l'agriculture? Parce qu'on a l'impression qu'on va à l'agriculture quand on n'a plus rien d'autre à faire. C'est faux. L'agriculture, c'est un métier. Donc il faut amener les jeunes à s'y intéresser. Il faut lever tous les obstacles, n'est-ce pas, qui freinent un peu le développement de l'agriculture. Bientôt, on aura les informations à tous les niveaux. Parce que le problème réel de nous, les producteurs, comment trouver les sources de financement, surtout en café cacao. Nous n'avons même pas l'information. Et dans la conclusion, il a été dit que les informations doivent être largement diffusées afin que nous sachions où aller. Prochain rendez-vous, la validation des stratégies de mise en œuvre. Et ce sera le début du commencement du PNIA 2. Dans la filière textile, comment fixer les couleurs sur des supports textiles faits main et cela sans que la couleur ne déteigne? C'est un des défis, une des difficultés qui menace la compétitivité des produits des artisans tisserands ivoiriens. La campagne pour le scrutin présidentiel a pris fin hier dimanche au Libéria. Pour les dernières heures de campagne, les candidats ont multiplié les grands rassemblements à travers la ville de Monrovia. Gabriel Zani, notre envoyé spécial au Libéria. La campagne présidentielle a pris fin à Monrovia le dimanche 8 octobre à minuit. Mais 3 jours avant cette date, parades, caravanes, grands meetings de mobilisation sont au rendez-vous pour marquer les dernières heures de cette campagne présidentielle qui aura duré 2 mois à travers le Libéria. Vendredi 6 octobre, des milliers de militants de la coalition pour le changement démocratique de George Weah se rassemblent dans le stade Antoinette Tubman de Monrovia pour attendre le discours de fin de campagne de l'unique ballon d'or africain. Le candidat de la coalition pour le changement démocratique est accompagné de la sénatrice Joël Oral-Taylor, qui sera son vice-président une fois le candidat élu. George Weah tient un bref discours de remerciement pour la grande mobilisation de ses militants, une mobilisation qui tient lieu de messages aux adversaires. Samedi 7 octobre, Alexander Comex convoque un grand meeting de ses militants pour un ultime rassemblement avant le scrutin du mardi prochain. C'est l'un des favoris qui se détache clairement pour cette présidentielle dont la campagne est considérée comme longue et coûteuse par les observateurs. Joseph Boakai, l'actuel vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, fait de même, mais son dernier meeting a lieu dans son QG de campagne. Des milliers de militants scandent, dansent, c'est la fête. Les derniers jours de campagne, les favoris de cette présidentielle libérienne ont fait des démonstrations de solidarité en s'affichant avec le coulisteur au vice-président dans les rassemblements publics. Mais ces rassemblements sont surtout des démonstrations de force dans le comté de Monsorado qui compte plus de 700 000 électeurs sur les 2 200 000 inscrits sur la liste électorale. Dans le comté de Monsorado, chaque vote pourrait faire la différence entre gagner et perdre la présidentielle. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous.